Bonjour et bienvenue dans cette présentation Tale of Data. Alors, je m'appelle Robbie Jameson, je suis le cofondateur de Tale of Data. Et mon travail depuis 10 ans, c'est d'aider des équipes dans des grands groupes et dans des ETI en pleine transformation à rendre leur patrimoine de données fiable et exploitable. Donc on est positionné sur le sujet de la qualité des données et de la mise en qualité des données. Et ce que je vais partager avec vous aujourd'hui, c'est un retour d'expérience sur la réalité de la maturité data dans les entreprises et notre vision sur la qualité des données et la capacité d'intégrer le travail des utilisateurs métiers dans la mise en qualité des données. Alors, je vais commencer par un diagnostic. Peut-être vous connaîtrez certains des chiffres qui sont là, mais moi, je trouve ça toujours frappant, très très frappant à chaque fois que je vois cette enquête. Il y a une enquête en fin 2024 qui a été reconfirmée en 2025, où il y a 340 sociétés qui ont répondu à un questionnaire. Et sur ces 340 sociétés, il y en avait 150 qui étaient des entreprises de taille intermédiaire et des PME. Et sur les répondants, il n'y en avait que 22% qui considéraient qu'à l'heure actuelle, elles exploitaient correctement leurs données. Ce qui est quand même un aveu assez intéressant. On peut faire semblant que tout fonctionne très bien, que les agents IA vont chercher la data, font le travail, mais en réalité, quand on regarde le terrain, il y a un vrai problème de maturité. Et cette étude, ça a été publié par l'Observatoire de la maturité data IA des entreprises, donc qui s'intéresse vraiment à ce sujet de maturité. Et quand on demande aux répondants qu'est-ce qu'ils veulent faire avec leur data, la première chose qui apparaît dans la liste, c'est de mieux faire leur travail, d'optimiser la performance de leurs opérations. Donc, quel que soit le domaine de l'entreprise, le premier besoin par rapport à la data et l'exploitation correcte de la data, c'est de l'exploiter correctement pour améliorer les opérations et la fiabilité des opérations. Le deuxième sujet, c'est de comprendre qu'est-ce qui se passe, de pouvoir piloter l'entreprise et de pouvoir utiliser la donnée pour avoir une vue de la réalité opérationnelle. Donc ça, ce sont deux priorités, deux enjeux très importants qui arrivent ex aequo. Et ensuite, on a des sujets qui sont tout aussi importants et qui arrivent en deuxième, qui sont mieux connaître mes clients, utiliser ma data pour mieux connaître mes clients, mieux les servir, et réduire mes coûts, maîtriser qu'est-ce que je dépense et mieux maîtriser ma dépense. Et ensuite, on monte les marches de la pyramide de Maslow et on a des sujets sur prévoir l'avenir, inventer des nouveaux produits, mieux servir mes clients et en acquérir des nouveaux. Sur la data, c'est vraiment ça les priorités. Et c'est ce qu'on retrouve sur le terrain chez nos clients et dans les discussions avec toutes les entreprises, quelle que soit leur taille. Et quand on demande à ces entreprises quels sont les freins qui font que seule une minorité, seul 29% exploitent correctement leurs données, le premier sujet qu'elles remontent, c'est la qualité des données. Et c'est ce que je vois. J'étais à un événement du Conseil national des achats à la fin de l'année dernière et il y avait des tables rondes. Et le sujet, c'était sur la data et l'IA. Comment l'IA va-t-elle transformer la fonction achat? Donc ça, c'est un exemple métier. Et chacune des tables rondes, chacun des intervenants, à un moment, disait en fait, le vrai problème, c'est la qualité des données. Le vrai problème, finalement, c'est la qualité des données. Et c'est ce qu'on retrouve dans cette étude, dans cette enquête. Le problème de la qualité des données est en tête et le plus mal adressé. Et ensuite, on retrouve des choses, j'ai pas le temps, j'ai pas assez de gens pour travailler sur le sujet, je ne peux pas justifier le ROI pour expliquer pourquoi ça va me faire gagner de l'argent de rectifier ce problème, etc. Et j'ai pas d'outils, ce qui est quelque chose auquel nous on répond. Donc c'est ces 4 sujets qui sont les priorités par rapport aux données arrivent en tête et sont totalement en ligne avec notre activité, ce que nous faisons pour nos clients. Alors si on élargit le diagnostic plus largement, il y a une étude IDC Anaconda State of Data Science qui confirme ce qu'on constate opérationnellement aussi, qui est que des gens qu'on paye assez cher et qu'on met beaucoup de temps à recruter passent donc des data scientists, des data analystes, des personnes qui veulent travailler sur la data et la valoriser, en faire quelque chose d'utile. Ces personnes passent 80% de leur temps à faire un travail de greffier
pour trouver la data, pour la préparer, pour essayer de travailler avec. Donc en fait, si vous avez une équipe de 5 personnes qui travaillent sur la data, vous en avez peut-être 4 qui passent leur temps à préparer la data et à faire des tâches ingrates et avec pas beaucoup de valeur ajoutée. On a une étude Gartner qui est faite régulièrement pour évaluer combien coûte aux entreprises la non-qualité des données, combien ça coûte en moyenne. Donc il y a des entreprises de toute taille. Gartner a publié que c'était 12,9 milliards de dollars par an en coût pour les entreprises par rapport à la non-qualité des données. L'enjeu est fondamental, c'est ce qu'on retrouve dans l'enquête que je vous ai montrée au début. Le principal frein, c'est la qualité des données et ça représente aussi des pertes sèches et des enjeux financiers importants. Et il y a une autre étude de IDC Seagate qui a évalué quelle est la proportion de data qu'on stocke et qu'on n'utilise pas. Et cette étude, elle montre que environ 2/3 des données qu'on collecte, donc les données des ERP, dans des feuilles Excel, les fichiers de log, les données de capteurs, les données de mon CRM, il y a énormément de données qu'on rassemble et qu'on connecte, et 68% de ces données ne sont pas utilisées. On appelle ça de la dark data, c'est de la data, on ne sait pas où elle se trouve, on ne connaît pas son existence. Et maintenant, avec l'IA agentique, on veut utiliser cette data directement, qu'il y ait des agents qui aillent s'en servir directement. Et bon, je ne vous parle pas du résultat parce que on ne la connaît pas, on ne la voit pas. Ce qui n'est pas visible ne peut pas être amélioré. Donc, vous avez vu sans doute que beaucoup de projets IA échouent. Il y a plus de 90% des POC IA qui conduisent à un échec. Et on revient en fait toujours au sujet de la qualité des données. La dernière étude, c'est pour les décideurs. Donc, dans vos organisations, vous avez des décideurs et il y a une étude de KPMG sur quelle est la proportion des décideurs qui font confiance à leur tableau de bord et aux données qui leur sont présentées. En fait, c'est un décideur sur 3 qui fait confiance à la data dans ses tableaux de bord. Et les 2 autres tiers de décideurs prennent des décisions à l'intuition parce qu'ils n'ont pas confiance dans la data qui leur est présentée. Donc là, il y a vraiment des sujets dans lesquels, quelle que soit votre activité, je pense que vous connaissez ça. Ça crée un problème de confiance. On n'a pas confiance dans les données parce qu'on a des problèmes de qualité. Alors, comment est-ce que nous, on s'interface avec ce sujet ? Nous, ça fait plus de 10 ans qu'on travaille sur ce sujet. Ça, c'est avec mon cofondateur Jean-Christophe Bouramoué. Et Jean-Christophe est venu à la Data Quality parce qu'il a vu en pratique sur un projet avec des données métiers qu'il était incapable de résoudre des problèmes de qualité dessus parce qu'il n'avait pas la connaissance métier. Et donc la société, elle a été fondée avec l'objectif de permettre à un plus large groupement de personnes de travailler sur les données et de travailler sur la qualité des données. Donc on s'adresse à des fonctions IT, on s'adresse à des fonctions data et on s'adresse à des fonctions métiers en leur permettant de travailler sur ces sujets. Et quels sont les genres de sujets sur lesquels on commence chez nos clients ? Un des sujets typiques, c'est celui du patrimoine de données, donc de comprendre qu'est-ce que j'ai dans les systèmes. On a par exemple travaillé avec BPI France sur un scan énorme de leur système pour identifier les données RGPD dans leur système. On a travaillé avec France Travail sur le même genre de sujet RGPD. On a des clients bancaires qui ont eu besoin de comprendre qu'est-ce qu'ils avaient dans leur core banking, donc de pouvoir voir qu'est-ce qu'il y avait dans 13 000 tables, dans 94 000 tables. Donc ça, c'est un angle de data quality sur lequel la plateforme Tailwind Data est utilisée. Il y a un autre sujet qui est sur la mise en qualité des données, la fiabilisation. En ce moment, avec la facturation électronique, il y a un gros usage de redressement de bases de données d'entreprises avec des référentiels, avec la donnée des référentiels. Souvent, on a besoin de mettre en qualité les données justement parce que l'enjeu principal, c'est la faible qualité des données. Donc, les gens utilisent notre plateforme pour mettre en qualité les données et résoudre leurs problèmes. Un autre cas d'usage, j'en ai parlé, c'est sur le reporting.
la mise en qualité, l'industrialisation du reporting et de la data BI. Donc si vous travaillez sur des sujets BI, vous savez que le manque de confiance dans les rapports qui sont présentés derrière nécessite l'industrialisation du process et la fiabilisation des données. Et enfin, on a aussi des sujets autour de l'obsolescence des systèmes, donc de pouvoir compenser des systèmes obsolètes, de pouvoir travailler à côté de systèmes obsolètes. Donc des scripts, des vieux systèmes, des vieux ERP, des choses comme ça. Donc nous, on permet de compléter ces systèmes et avec un angle qualité des données. Le sujet de la migration des données, si vous avez des projets de migration où vous avez besoin de sortir les données d'un système pour les préparer pour l'insertion dans un autre système, pour peu que ce soit un petit peu complexe et que ça prenne quelques mois, vous avez besoin d'un outil pour pouvoir travailler là-dessus. Et enfin, sur des fonctions plus de monitoring et d'ETL, pour pouvoir déplacer des données d'un système à un autre régulièrement, de pouvoir synchroniser des systèmes. Ça, la question de la qualité, elle est au premier plan. Et donc, nous avons une plateforme qui permet de couvrir tous ces sujets avec une approche data quality qui est au cœur de la plateforme et ensuite des fonctionnalités d'ETL, de découverte en masse des données, de scan en masse, de référentiels indexés, de dashboard, si vous avez besoin de pouvoir visualiser la donnée, visualiser les problèmes de qualité, les partager avec d'autres personnes, et de vous connecter à du LLM. Depuis 2023, on permet la connexion au LLM de l'entreprise. Et ensuite, des questions d'exposer la donnée à d'autres personnes à travers un data catalogue et de la publication de données sur une data plateforme. Voilà, et tout ça, ça s'articule avec un framework de trouver la donnée, de pouvoir savoir où elle se trouve, de pouvoir la fiabiliser, la mettre en confiance, et ensuite de pouvoir agir avec et de ne pas être en train d'amplifier des erreurs, mais d'être en train d'amplifier la valeur qui est présente dans la donnée. Je ne vais pas vous faire de démonstration de notre plateforme, on est au stand D4. Si vous avez envie de discuter avec nous, on se fera un plaisir de vous montrer un petit peu plus concrètement à quoi ça ressemble. Et avec ça, je vais ouvrir la session aux questions. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette présentation ou par rapport à la data quality ? Ok, dans ce cas-là, je vais vous laisser avec une question. Posez-vous la question, les 3 dernières décisions que vous avez prises sur la data, combien sur ces 3 dernières décisions étaient fondées sur de la data de bonne qualité, sur des données que vous trouviez fiables? Voilà, je vous remercie. Ah oui, vous avez une question? En fait, j'avais juste une question. Comment vous avez réussi à évaluer le fait que les décideurs prenaient leur décision, mais oui, par rapport à la data de façon intuitive? Comment vous avez évalué ça, en fait? Alors, c'est une étude. Donc, c'est une étude qui a été faite de manière scientifique, en observant les gens sur le terrain et en leur posant des questionnaires, en leur posant des questions à travers un questionnaire pour pouvoir mettre un chiffre sur cette question. Donc ça s'est fait avec des interviews et avec des sondages de décideurs. La réponse qui s'en est suivie, c'était quoi en fait? C'était quoi la motivation derrière? C'était juste la peur? C'était l'angoisse? C'était le manque de spécificité dans ce qu'ils disaient dans leur tableau de bord? C'était quoi exactement? Alors, c'était pour mettre un chiffre sur quelque chose qui était intuitif. Donc, vous avez peut-être vu ça aussi dans votre travail. Ça arrive qu'on n'ait pas confiance dans les données, dans les tableaux de bord, dans les résultats qui sont présentés. On voit une anomalie, une incohérence dans les données, quelque chose où c'est pas possible. Moi, j'ai fait l'expérience moi-même. J'étais responsable d'une usine et j'ai demandé combien on avait dépensé en maintenance l'année dernière. Et on m'a donné 3 chiffres complètement différents. Et donc, quand on voit ces incohérences-là, ça remet en cause toute la chaîne de confiance et on ne sait plus quoi croire. Donc ça, c'est ce qu'on a comme expérience concrète. On l'observe et on l'observe régulièrement. Et donc, on a voulu mettre un chiffre dessus
pour dire mais finalement, si on veut vraiment évaluer quelle est la proportion de gens qui n'ont pas confiance dans le reporting et dans les données qui sont présentées et qui prennent des décisions, voilà, ça c'est ce qui a motivé cette étude-là. Je vous remercie de votre attention. Merci. Bon salon.